Le Québec de Duplessis entre 1944 et 1959. Le 8 août 1944, le chef de l'Union nationale, Maurice Duplessis, redevient premier ministre du Québec. Ce deuxième mandat de premier ministre, Duplessis le doit notamment à l'impopularité du gouvernement libéral d'Adélard Godbout depuis la crise de la conscription de 1942. Godbout avait alors appuyé le plébiscite de Mackenzie King, ce qui lui avait fait perdre la confiance d'une très grande partie de l'électorat francophone québécois. Duplessis remporte non seulement les élections de 1944, mais aussi celles de 1948, de 1952 et de 1956. Ces 15 années au pouvoir forment ce qu'on appelle la période duplessiste. Tout au long de cette période, le Québec est marqué par l'idéologie conservatrice et clérico-nationaliste de Duplessis. Très attaché aux valeurs traditionnelles canadiennes-françaises, le chef de l'Union nationale est un fervent défenseur de la morale et des institutions catholiques, de la famille et du mode de vie rural. Face à Ottawa, il revendique l'autonomie provinciale. Duplessis s'oppose en effet avec force à l'ingérence du gouvernement fédéral dans les affaires de la province. Partisan du libéralisme économique et de la libre entreprise, son gouvernement est contre l'intervention de l'État dans l'économie. Ouvertement antisyndicaliste, Duplessis fait adopter des lois pour limiter ou même abolir le droit de grève des travailleurs, et ce, afin de protéger les intérêts du patronat et des grandes industries. Issu d'une famille de tradition ultramontaine, Maurice Duplessis n'hésite pas à montrer son profond attachement envers la religion et les institutions catholiques. Par exemple, en 1936, il fait accrocher un crucifix au-dessus du siège du président de l'Assemblée législative pour symboliser les liens entre l'Église et l'État. Son gouvernement renforce l'emprise de l'Église catholique dans les domaines de l'éducation et des soins de santé. En retour, Duplessis bénéficie de l'appui d'une grande partie du clergé dans la mise en place de ses politiques ou encore lors de ses campagnes électorales. Le premier ministre, que ses partisans surnomment le chef, condamne souvent et publiquement les idéologies de gauche, en particulier le communisme, ainsi que certains groupes religieux, comme les Témoins de Jéhovah. Dans ses discours, il n'hésite pas à critiquer ou même à ridiculiser les groupes féministes, les intellectuels, les journalistes ou encore les personnes qui font la promotion d'idées progressistes ou anticléricales. Le conservatisme social de Duplessis séduit une partie importante de l'électorat québécois, en particulier la bourgeoisie francophone et surtout les populations rurales qui, à l'époque, représentent plus de 35% de la population québécoise. Tout comme lui, ses partisans veulent préserver l'ordre établi en protégeant la nation canadienne-française de la mauvaise influence qu'exerce, par exemple, la culture américaine, majoritairement protestante, ou encore la culture française dont les valeurs laïques sont jugées anticléricales. Ils considèrent également que Duplessis est le seul politicien à pouvoir protéger les intérêts du Québec. Tout au long de ses mandats, le premier ministre défend en effet avec force et parfois même de façon spectaculaire l'autonomie provinciale. Le 21 janvier 1948, après un bref débat à l'Assemblée législative, Duplessis pose un important geste d'affirmation nationale en adoptant le fleur-de-lysée comme drapeau officiel de la province. Ce drapeau, qui symbolise l'attachement à la religion catholique et la présence française en Amérique du Nord, remplace alors l'Union Jack britannique au sommet du Parlement de Québec, puis de tous les édifices gouvernementaux, des écoles et des hôpitaux de la province. Malgré ce coup d'éclat, Duplessis demeure un fédéraliste convaincu. Il exige par contre que le gouvernement fédéral respecte à la lettre le partage des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement. En 1949, il refuse par exemple que le fédéral construise une route transcanadienne sur le territoire québécois, car les transports à l'intérieur de la province sont une compétence provinciale. À partir de 1951,
il interdit aux universités québécoises d'accepter des subventions directes d'Ottawa, l'éducation étant une compétence exclusive des provinces. En 1954, après une longue bataille avec Ottawa, son gouvernement crée l'impôt provincial sur le revenu. Le Québec peut désormais percevoir et gérer comme il le souhaite ses propres impôts pour financer ses dépenses. Les contribuables québécois sont, aujourd'hui encore, les seuls au Canada à devoir remplir 2 déclarations de revenus. Comme la plupart des gouvernements avant lui, Duplessis accorde aux entreprises canadiennes et américaines la possibilité d'exploiter, à moindre coût, les ressources naturelles du Québec, notamment ses ressources minières. Cela permet à plusieurs régions ressources, comme la Côte-Nord, la Gaspésie et l'Abitibi, de connaître un important boom économique. Grâce à l'exploitation du minerai de fer, le petit village de pêcheurs de Sept-Îles, qui ne comptait que quelques centaines d'habitants au début des années 1940, voit sa population atteindre 15 000 habitants à la fin des années 1950. Pour favoriser les investissements étrangers, le gouvernement Duplessis veille aussi à s'assurer de la bonne collaboration des travailleurs québécois. Plusieurs mesures antisyndicales sont donc mises en place pour limiter le droit de grève des travailleurs. Les syndicats dont les chefs sont soupçonnés d'activités communistes sont, quant à eux, déclarés illégaux. Lors des conflits de travail, le gouvernement Duplessis n'hésite pas à faire appel aux forces de l'ordre pour réprimander brutalement les manifestations. Dans les années 1950, les mouvements syndicaux représentent la principale force d'opposition populaire au gouvernement Duplessis. Grâce à des médias comme la télévision, leurs revendications sont désormais connues de toute la population québécoise. Même s'il est contre l'intervention de l'État dans l'économie, Duplessis finance de façon importante le développement de l'agriculture et des campagnes. À ses yeux, le monde rural est un élément de stabilité économique et d'ordre social qui doit être protégé. En 1936, son gouvernement crée le Crédit agricole, un programme d'aide financière qui permet aux agriculteurs de moderniser leurs équipements pour améliorer leur rendement. En 1945, Duplessis crée l'Office de l'électrification rurale. Plusieurs millions de dollars sont alors injectés dans le développement de coopératives en vue d'électrifier les campagnes à travers tout le Québec. En 1944, seulement 22% des fermes étaient branchées au réseau électrique. 15 ans plus tard, 96% d'entre elles le seront. Le 3 septembre 1959, Maurice Duplessis tombe gravement malade lors d'un voyage à Shefferville, sur la Côte-Nord. Il s'éteint 4 jours plus tard. Son décès crée une véritable onde de choc à travers le Québec, tant chez ses partisans que chez ses opposants. Alors que se termine une époque qui sera souvent qualifiée de grande noirceur, un vent de changement souffle sur le Québec, avec l'arrivée au pouvoir du Parti libéral de Jean Lesage en 1960.